nouveau, bienvenue dans cette matinée consacrée à l'accessibilité des services publics en lien avec le programme Service Public Plus et le souci de mettre les usagers au cœur des services publics. Et on a une table ronde qui est au cœur, là, également de l'actualité autour de l'accessibilité numérique, puisque on l'a évoqué tout au long des deux précédentes tables rondes. Aujourd'hui, il y a une conditionnalité quasiment numérique de l'accès aux services publics qui a fait émerger en retour la question de l'accessibilité numérique de premier niveau par les réseaux, par la connexion, mais aussi par les usages. Et c'est bien évidemment la question des usages qui va nous focaliser dans cette table ronde, avec l'effet quand même massif du rapport de l'INSEE de 2019 sur le fait que la France comporte plus de 15 à 17% de personnes considérées comme électronique, avec la difficulté de la catégorisation, de la qualification de ces populations qui échappent aux catégorisations simples. Parmi les personnes qui ont des difficultés d'accès au numérique, on a des jeunes et des vieux, on a des personnes de classe sociale différenciées, on a des géographies différenciées, et justement, c'est toute la problématique de cette table ronde, de savoir comment comprendre ces difficultés d'accès au numérique et accueillir les personnes qui sont porteuses de ces difficultés pour leur permettre justement de jouir des services publics qui sont offerts en ligne. Et on a les principaux acteurs et observateurs de cette problématique, puisque, comme je vous l'indiquais il y a 5 minutes, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Guillaume Clédière, qui est le directeur du programme France Service. Et je tiens à vous remercier à un autre égard, puisque vous venez de prendre vos fonctions, et donc je crois que c'est une de vos premières prises de parole en public sur des questions techniques. Merci également à Missak Keloglagnan du service d'information du gouvernement, qui est chef du département écosystème numérique, et le service d'information du gouvernement porte le design system de l'État, très en lien avec la question du paramétrage des sites internet. Et de l'autre côté, mais j'ai envie de dire, nous avons la chance d'avoir Dominique Pastier, qui est directrice de recherche au CNRS et qui était à l'EHESS, qui est membre du Conseil national du numérique et qui est la spécialiste de l'analyse des pratiques numériques des classes populaires. Et donc, c'est très précieux de pouvoir avoir ce retour d'analyse pour l'intégrer dans la fabrique du numérique public. Et un interfaceur bien connu, Jean Dédier, qui est directeur d'Emmaüs Connect et de We Take Care, qui est un spécialiste de l'inclusion numérique et qui est confronté justement aux usages de personnes qui sont dans des situations difficiles face aux sites internet, qu'ils soient publics ou privés. Je vous propose qu'on commence par faire l'état des lieux de ce qui est fait par l'administration, quel est le souci de l'administration pour renforcer l'accessibilité des services en ligne ou l'accès des populations éloignées du numérique aux services publics. Monsieur Clédière, je vous passe la parole. Oui, bonjour et merci de votre invitation. Merci d'avoir rappelé également que j'étais assez récent sur le poste. Et donc, j'implorerai votre indulgence. Mais je suis ravi d'échanger avec vous, en tout cas, aujourd'hui. Peut-être quelques mots sur le programme France Service dans son ensemble, hein, qui n'est pas un programme stricto sensu d'accès au numérique, mais qui est bien un programme d'accès au service public, et qui est un programme jeune, puisqu'il a été annoncé et lancé en avril 2019 par le président de la République. Et l'ambition qui est portée, c'est de permettre à chaque citoyen, à chaque usager, d'être accompagné dans ses démarches administratives du quotidien, dans un lieu unique, à moins de 30 minutes de chez soi, de son domicile. Donc France Service, c'est bien une logique de guichet unique qui permet de donner accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics et aux principaux besoins des Français en matière d'accès aux services publics. Donc je les résume rapidement, je les cite: le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, Finances publiques, Pôle emploi, l'assurance
l'assurance retraite, l'assurance maladie, la CAF, la MSA et la Poste. Donc ce sont les 9 opérateurs aujourd'hui qui sont concernés par le programme France Service. En termes de couverture, France Service, l'objectif est que 2500 structures soient labellisées France Service d'ici à la fin de l'année 2022. Nous avons de bonnes raisons de penser que cet objectif sera tenu, puisque à ce jour, 1745 France Service ont été labellisés et environ 2000 le seront début 2022. Ça représente, même si ce chiffre n'est peut-être pas le plus éloquent, mais 4 millions d'actes qui ont été réalisés dans des espaces France Service depuis le lancement de ce programme. Je disais que ça n'est pas un programme d'accès au numérique, mais ça constitue néanmoins une réponse, naturellement, et en tout cas on fait tout pour que ce le soit, à la fracture numérique. Quelques statistiques qui nous sont remontées par les agents France Service quand ils saisissent un acte sur les usagers, et qui sont les statistiques les plus fraîches. Ce qu'on observe, c'est que sur 100 usagers, 3 seulement sont entièrement autonomes dans leur démarche. 8% maîtrisent l'outil informatique, mais néanmoins ont besoin d'être guidés à l'oral par l'agent France Service dans la navigation. 16% parviennent à participer activement à la réalisation de la démarche. Ça veut dire que tout simplement en étant accompagnés, guidés, et ils peuvent utiliser le clavier et la souris. Mais chiffre le plus important, 71% des usagers sont accompagnés pour toutes les étapes de la démarche. Donc ça montre à la fois qu'il y a un réel besoin d'accompagnement d'une part, et que d'autre part, France Service constitue une réponse au problème de la fracture numérique. Et c'est bien au cœur de l'ambition de ce programme, d'offrir vraiment un accompagnement qui est le plus personnalisé et le plus de qualité possible, c'est-à-dire que les agents France Service sont formés pour accompagner les usagers, et c'est-à-dire qu'ils sont formés non pas à leur réaliser les démarches à leur place de manière surplombante ou infantilisante, ça on y tient, mais au contraire dans une logique quand même de formation de l'usager à chaque étape. Même le mobilier, on fait en sorte qu'il soit pensé pour que l'écran de l'ordinateur puisse être retourné et que chaque usager voit en même temps la démarche qui est en train de se réaliser. Alors tout ça se fait naturellement progressivement, mais c'est bien l'ambition. Des ateliers numériques sont réalisés exactement, et également dans les France Service. Voilà, je veux pas être trop long puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, et puis on y reviendra après, mais tout ça pour dire que ce programme est vraiment pour nous une réponse à la fracture numérique. Merci beaucoup. Donc, une activité de diagnostic des capacités numériques des publics que vous accueillez, et un travail d'accompagnement, justement sur l'accompagnement pour le public qui nous regarde à distance. Vous pouvez participer aux échanges, il suffit qu'on vous accompagne dans la capacité à poser des questions, ce qu'on fait en vous indiquant l'adresse à laquelle vous pouvez envoyer vos questions, à savoir MIP, pour moi de l'innovation publique, donc MIP, @acteurpublic au pluriel pour acteurs et pour public.com. MIP, acteurpublic.com. Justement, monsieur Quélo-Glagnan, le SIG pilote dans la partie écosystème numérique, l'habillage, la conception des sites internet publics, qui sont ce lieu d'interface. Donc, France Service s'occupe de l'accompagnement, vous êtes sur la conception. Comment on inclut la question de l'accessibilité dans la conception des sites internet ? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Nous, le SIG, on a été créé en 2000 et on a en charge de coordonner l'action du gouvernement sur la communication. Et je ne vais pas donner beaucoup de chiffres lors de cette première intervention, peut-être que j'en donnerai d'autres un petit peu plus tard. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que l'État, aujourd'hui, c'est 20 000 noms de domaine. Donc, quand on est un usager, quand on essaye de faire des démarches en ligne, quand on essaye de se renseigner sur la communication d'un ministre, sur une initiative à laquelle on peut accéder, on a affaire à environ 20 000 noms de domaine. Et la première action du SIG,
comme une administration publique, on va dire, un peu classique, ça a été de faire des chartes Internet, des différents référentiels très documentés en PDF qui faisaient plusieurs centaines de pages. Et le contenu est vraiment très intéressant. Je ne remets en rien en question ces différents contenus et ces différents référentiels. Mais on s'est rendu compte que c'était un échec quant à l'augmentation de l'accessibilité des différents sites Internet en ligne. Et en se plaçant dans la peau d'un usager, qui est en fait plutôt un agent public qui doit créer un site Internet de communication, de services, il avait tout un tas de référentiels, de règles liées à l'accessibilité, liées aux différents référentiels de prise en compte des différents retours des usagers, très complexes à appréhender. Donc la réponse du SIG, ça a déjà été de dire aux utilisateurs qui sont dans une situation d'handicap ou de déficience, de se dire, déjà, vous parlez à l'État. Ça a été une première réponse du service d'information du gouvernement, et on le voit avec le nouveau bloc marque qui nous entoure un peu partout, qui a été donc du coup dévoilé en février 2020, un mois avant la crise Covid. Ça a été notre première réponse de dire, voilà, il faut qu'on remette l'émetteur au centre des différents supports de communication de l'État. Et ce qu'on a pu faire très rapidement sur le volet, on va dire, graphique, des supports de communication qui sont plutôt print, ça est beaucoup plus complexe quand on a affaire à 20 000 noms de domaine. Surtout sur l'accessibilité numérique, où c'est des démarches qui sont parfois compliquées. Donc on a créé ce système de design. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement des composants prêts à l'emploi qu'on vient prendre, copier-coller, le code est déjà prêt à l'emploi pour façonner un site Internet. Et le fait de créer ces composants prêt à l'emploi, ça permet de gagner 50% de temps en développement et en design. Donc c'est du temps d'accélération de la transformation numérique des sites Internet de l'État qui est ce gain de temps. Nous, c'est l'objectif du SIG, c'est de le mettre sur des fonctions à plus forte valeur ajoutée, qui sont de se dire, est-ce que l'intitulé de mon champ est de meilleure qualité ? Est-ce que la construction de ma page Internet répond aux besoins des utilisateurs, plutôt que de choisir la couleur d'un bouton qui en fait, c'est très important la couleur du bouton, mais le fait qu'il soit désigné une bonne fois pour toutes pour tous les sites Internet de l'État, ça permet d'avoir du temps pour les agents publics qui créent l'accessibilité des services en ligne plus rapidement. Mais l'enjeu pour vous, c'est de faire en sorte qu'on puisse finalement naviguer sans couture ou sans s'en apercevoir dans différents sites Internet publics pour fluidifier une forme de parcours en ligne, ou c'est d'être dans le modèle qu'on retrouve en Estonie, où je crois qu'en Estonie, ils ont beaucoup communiqué sur le fait qu'il n'y avait plus qu'un seul site Internet public avec l'ensemble des services publics. 99,5% des services sont numérisés, excepté le mariage. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un point d'accès unique. Eh bien, bizarrement, la réponse du SIG, ça n'a pas été celle d'un site centralisateur, comme on pourrait penser dans notre tradition très française. Au contraire, on se rend compte que c'est impossible, qu'on n'a pas du tout la structure administrative et la structure de gouvernance adaptée pour avoir un site internet comme gov.uk. Moi, je pense que vraiment l'exemple fondateur, c'est gov.uk. C'est lui qui nous drive au quotidien dans les différentes benchmarks qu'on peut faire, tant du secteur public que du secteur privé, puisqu'on regarde beaucoup les initiatives dans le domaine du privé. Et le système de design, en fait, c'est une réponse pour remobiliser les agents publics. J'écoutais la table ronde précédente et vous parliez du fait de donner du pouvoir aux agents publics d'appréciation. C'est vraiment ça l'enjeu du système de design, de dire on vous donne les capacités, les composants, des briques prêtes à l'emploi pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions dans votre contexte particulier. Et il me semble qu'un site internet unique, même au sein des UK, a différentes contraintes, en tout cas limites, en termes de parcours de navigation et en termes de finesse de construction d'une page Internet. Donc on est plutôt dans l'approche d'uniformiser l'ensemble des sites Internet de l'État en rationalisant bien évidemment, pour qu'on passe de 20 000 à un peu moins de sites Internet. Mais l'objectif, ce n'est pas en tout cas d'en créer un site Internet unique. Merci beaucoup. Dominique Pasquier, Monsieur Clédière a donné un chiffre. Bon, France Service vise à donner un accès à des personnes qui sont éloignées. Mais 71% de leur public ont besoin d'accompagnement. On a vu le travail d'accompagnement, le travail de conception pour donner une image, des repères réguliers, récurrents des sites Internet publics. Vous qui avez observé des gens, des classes populaires, devant un écran, sur un smartphone, utiliser Internet. Qu'est-ce que vous avez vu et quelles sont les leçons qu'on doit tirer, enfin les faits
qu'on doit nous analyser par ailleurs pour tenir en compte des pratiques du numérique dans la conception et l'accompagnement qu'on va offrir aux ce que vous appelez les classes populaires. Oui, et d'ailleurs, il faudrait distinguer beaucoup de fractions différentes au sein de ces classes populaires parce que les problèmes ne sont pas les mêmes et les solutions non plus. Les chiffres que vous citiez sont accablants. Alors, même s'il s'agit d'une population qui demande de l'aide, donc il faut les relativiser. Ce que je crois, c'est qu'il y a un ensemble de désajustements qui sont difficiles à corriger, mais qui sont là. C'est plutôt les constats que j'ai pu tirer à partir d'une enquête sur quand même des fractions stables des classes populaires et en milieu rural, donc une partie des classes populaires. C'est que d'abord, les gens n'ont pas d'ordinateur, n'ont pas d'imprimante, ils ne savent pas se servir d'un ordinateur, le système clavier-souris dysfonctionne. Donc tous ces ordinateurs financés par les collectivités locales, etc., et mis en accès libre, passent un peu à côté de la cible, qui est on se sert d'Internet à travers un smartphone. Deuxièmement, il y a le contact avec l'administration qui se fait par mail. Or, le mail n'est pas utilisé dans la vie quotidienne des échanges du tout. Donc, très souvent, les adresses mail sont collectives au sein d'une famille ou en tout cas au sein du couple. Donc, on ne sait pas qui a ouvert. Comme il y a beaucoup d'abonnements à des coupons de réduction sur les sites marchands où on a l'adresse mail, les boîtes mail sont complètement pourries de spam. Donc, le mail de l'administration qui arrive au milieu de cette noyade de 300 mails envoyés pour faire de la réclame pour quelque chose, passe à côté de sa cible parce qu'il il n'est pas ouvert par la bonne personne dans la famille, il est noyé dans d'autres choses. Et puis, il y a ce sentiment de déshumanisation qui a été très violemment vécu, je dirais, par les milieux populaires qui ont quand même certaines valeurs de l'échange de face à face, qui est un échange plus authentique, où on a un problème, on a quelqu'un en face, et cette personne en face va prendre en compte la spécificité de son problème. Et finalement, ce contact à distance, le téléphone étant une solution intermédiaire, ce contact à distance est vécu comme un refus de l'administration de faire son travail. Donc, ce sont des problèmes compliqués. Je ne peux pas dire que j'arrive avec des solutions. Ce que j'ai pu voir, en tout cas, c'est qu'il y avait quand même une grande rancune et presque une bombe politique derrière tout ça, qui est finalement les fonctionnaires nous ont lâchés. C'est pas le cas. Je pense que c'est pas l'objectif. Je pense que la dématérialisation à 100% est allée à toute vitesse, qu'elle n'a pas tenu compte d'un certain nombre de choses techniques, à savoir, on va pas passer des années à former des gens à utiliser un ordinateur alors qu'ils n'ont pas d'ordinateur chez eux. C'est pas la peine. Il y a aussi beaucoup d'autres choses sur lesquelles on va peut-être revenir, notamment le rapport à l'écrit. Donc, moi, je dirais qu'aujourd'hui, il y a 2 Internet en France. Il y a un Internet tactile des usagers non diplômés qui se servent que d'un smartphone et qui utilisent beaucoup Internet pour renforcer les liens familiaux larges. Et puis, il y a l'Internet des diplômés qui est ordinateur, imprimante, ouverture sociale. Donc, c'est pas les mêmes Internet. L'Internet tactile, il fonctionne avec des icônes, un smartphone, des tablettes, point barre. Donc, comment faire pour arriver à ce que des formulaires administratifs qui sont fondés sur de l'écrit puissent traverser cette barrière qui est une barrière culturelle, en fait. J'imagine que Guillaume, Isaac ou Jean voudront réagir, mais je crois que c'est important de partager avec notre public, qui soit présent ici ou en ligne, les résultats de certains de vos travaux, puisque le rapport à l'écrit est central. Et je crois que dans vos enquêtes, vous avez montré qu'on pouvait croire que parce qu'on était connecté, qu'on était sur Facebook, sur un smartphone, qu'on avait un ordinateur, alors on savait utiliser l'écrit, on était à l'aise avec ça, et c'était pas le cas. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de transferts d'images, de textes pré-rédigés, et que ça, c'est quelque chose peut-être à intégrer, nous, dans les interactions qu'on va développer avec les usagers. Oui, c'est vrai, c'était un de mes étonnements à l'issue de cette enquête, c'était que le fait que Internet, c'est au départ un média d'écrit. Ça a été conçu par des diplômés. Ça a utilisé l'écrit de façon massive. Et
de fait, la démocratisation est passée par le smartphone et par les offres illimitées, puisqu'il y avait un problème de budget qui était très fort avant. Et à ce moment-là, c'est devenu une espèce d'entrée massive des images dans le système de l'écrit. Et ce que j'ai pu constater, c'est j'ai vu des gens qui avaient tous moins que le bac, des adultes qui étaient aides-soignantes, employés de service, etc. Et on voit très bien qu'ils vont se diriger vers les systèmes où l'écrit est le moins formel. C'est Facebook, c'est jamais Twitter. C'est les chats, c'est les forums, on les lit, mais on n'ose pas écrire dessus. Donc on voit que cette barrière de l'écrit, elle est complexe. Et le fait qu'on parle, on échange sur Facebook beaucoup à travers des transferts d'images, notamment de textes, d'images de textes qu'on trouve en ligne, c'est ce que les interviewés appelaient les citations, c'est des phrases sur la vie, des choses comme ça. On voit très bien que finalement, ils ont remis de l'écrit à travers des images. Donc, il y a ce problème de rapport à l'écrit qui, pour moi, est au fond le gros problème. Alors, comment transformer des formulaires en citations, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez rebondir ou... Ah oui. Oui, moi j'ai deux éléments peut-être de réponse pour dire qu'en effet les agents publics n'oublient pas les usagers. La première, c'est peut-être sur le côté éparse des sites internet de l'État. Le système de design, c'est quand même une réponse pour donner du poids, en tout cas pour accélérer la création de repères visuels. Et je pense que c'est important en sciences cognitives et dans une interface entre l'État et le citoyen, sur une interface, d'avoir des repères visuels et de se dire que tous les boutons qui ont trait à une action de type se connecter, c'est quand même une démarche qui est importante quand on a une relation entre l'État et ses propres démarches administratives. Si elles sont sanctuarisées en haut à droite d'un site internet, pareil pour la recherche, voilà, en créant des petits bouts de repères comme ça, c'est quand même un premier élément de réponse pour un public qui est éloigné des enjeux du numérique, en tout cas de la compréhension de comment fonctionne un site internet. Ces repères-là, c'est vraiment clé et on essaye de les mettre en place. Le système de design, il est aujourd'hui appliqué par environ 60 sites internet en l'espace d'un an. C'est très rapide comme diffusion et donc plus on aura ces repères-là, et j'ai tendance à dire, mais peut-être que je suis trop rapide, que ça permettra quand même d'améliorer en tout cas la compréhension qu'on peut avoir des sites internet qui sont parfois très complexes en termes de graphisme et aussi en termes de poids. Et ça, c'est peut-être mon deuxième élément de réponse, c'est le temps de chargement d'un site internet aujourd'hui, avec des images qui sont lourdes, avec des vidéos qui sont compliquées, avec des graphismes dans tous les sens. Le fait qu'on puisse le réduire et avoir un design qui soit minimaliste, c'est permettre d'afficher plus rapidement les sites internet dans les zones qui ont des connexions parfois un peu lentes, ou dans une situation d'usage de transport, dans le métro, dans les différents trains. Donc c'est des réponses qui sont très concrètes sur ces enjeux qui sont très, très larges, mais je pense que ça permettra d'accélérer vraiment la diffusion d'une qualité web pour l'accessibilité numérique dans tous les différents sites internet de l'État. Jean Dédier, vous avez été un des pionniers pour alerter et accompagner les personnes éloignées du numérique. Ce n'est pas nécessairement les mêmes populations que celles sur lesquelles a travaillé Dominique Pasquier, puisque vous travaillez parfois avec des publics précaires, en instabilité sociale et existentielle. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, outre les rebonds que vous pouvez faire sur les différents propos, c'est quoi la difficulté des inégalités numériques par rapport aux autres formes d'inégalités ? Je crois qu'on dit souvent en la matière qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, c'est-à-dire qu'elles sont instables, ces inégalités-là. C'est-à-dire que quand on apprend à se servir de Facebook, arrive un nouveau site internet qui suppose d'autres compétences et qu'il va falloir réapprendre en permanence l'accès au numérique par vos publics. Est-ce que c'est une des spécificités ou sinon quelles sont-elles ? D'abord, merci pour l'invitation. Et je voulais préciser que j'ai cédé la direction d'Emes Connect à Marie Cohen-Scali et Charles Bougenot. Voilà, donc je voulais juste quand même le préciser. Alors, sur la nature des égalités, vous avez déjà commencé à poser le sujet, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de durabilité dans l'accès à cette compétence sur un sujet qui évolue extrêmement vite. Donc ça, c'est effectivement un point extrêmement important. Ensuite,
dans des formes... moi, j'ai l'impression que le sujet, c'est la vitesse, en fait. Hein. C'est la vitesse de déploiement du numérique qui fait que, en fait, il y a un défaut encore de structuration de l'accompagnement. Et en plus, ça remet en cause les modalités d'accompagnement. Un sujet, à titre d'exemple, c'est qu'on est sur un sujet qui est totalement transversal. C'est-à-dire qu'on va se faire accompagner ou on va chercher un accompagnement numérique sur un sujet. Voilà. Alors qu'en fait, on est sur des apports qui sont complètement transversaux. Donc, ça pose la question de la responsabilité. C'est-à-dire que moi, je suis un acteur du logement, je vais accompagner quelqu'un. Mais du coup, il faut aussi que je devienne un spécialiste de toute la chaîne de l'accès au droit, qui va toucher l'accès à l'emploi, qui va toucher l'accès à la mobilité, etc. Voilà, donc, il y a aussi ces formes de révolution, on va dire, de cet accompagnement social, qui fait que dans cette inégalité, les repères des gens, et finalement, où est-ce que je peux me faire aider et comment je peux me faire aider, pose aussi problème. Voilà, c'est ce qui me vient très rapidement. Je crois que c'est une question, enfin c'est un constat qui vous interpelle. Oui, absolument. Je vous rejoins totalement sur le constat, mais et c'est sur ce constat qu'est fondée la réponse. En tout cas, on espère que c'en sera une France Service, c'est-à-dire que justement, face à la multiplicité des opérateurs de services publics, face au sentiment que peuvent éprouver un certain nombre de Français d'avoir été un peu quittés par le service public, d'avoir été un peu abandonnés, c'est bien, et face aussi à une transformation très rapide, c'est bien de se dire... Face à tout cela, on met des personnes physiques dans des lieux partout en France et 2 agents France Service dans chaque espace France Service qui sont un médiateur entre l'usager et ces services publics et qui sont à eux seuls, et ça peut paraître un petit peu étonnant, mais qui ont la capacité d'accompagner les usagers sur des démarches de services publics très différents. Parce que il crée d'abord le premier lien avec l'usager, ça c'est bien sûr important. Et puis ont été mis en place un certain nombre de formations par les différents opérateurs, qui est une formation continue, un canal d'échange permanent entre l'agent France Service et les différents opérateurs, qui permettent de cette manière d'apporter souvent la première réponse, mais fréquemment également de régler sur place le problème administratif et accomplir l'acte. Et enfin, ça permet surtout peut-être de briser aussi la glace entre l'usager et le service public qui souhaite atteindre par la rencontre d'une personne qui est pas loin de chez soi, qui est peut-être assez rassurante. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là, en tout cas, que le programme se déploie aujourd'hui, mais c'est un processus d'amélioration continue, comme on dit, qui a vocation à s'enrichir, on espère avec de nouveaux opérateurs, pour offrir le bouquet le plus large possible de services. On est déjà dans la thématique de l'accompagnement des personnes sur le numérique. Et il y a différentes solutions. Et on l'a vu, que ce soit le service d'information du gouvernement ou France Service, dans leurs approches respectives, concourent à donner un sentiment d'unité, soit réduire un peu le nombre de sites internet et renforcer leur harmonie, soit former des personnes en contact qui deviennent un peu des encyclopédies des services publics, justement, qui vont digérer pour les usagers cette complexité, la multicanalité, et pour pouvoir les accompagner dans ce parcours-là. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques en la matière ? Je pense il y a la question de répondre à leurs questions. Est-ce que ça passe par former des super agents publics qui connaissent les prestations dans une variété de services publics, ou au contraire en capacité les usagers, je crois qu'on a un exemple au Portugal et vous l'évoquiez avec les écrans qu'on peut retourner, où ils installent des écrans bifaces pour accueillir des usagers qui sont en difficulté, mais ne pas faire la prestation à leur place, les laisser, je dis le mot, se planter pour voir quelle est la mauvaise manipulation qu'ils ont faite et ensuite corriger
et leur expliquer. Est-ce que là-dessus, vous avez vu des pratiques où vous avez développé, quand vous étiez à Emmaüs Connect ou avec We Take Care, qui dit aussi la même chose, des solutions est-ce qu'il y a des solutions qui émergent en la matière ? On voit bien qu'on est quand même face à une complexité, d'espèce de surhomme qui serait capable, en quasi-temps réel, d'avoir toute l'information sur tous les sujets qu'il doit transmettre. Donc on est quand même sur un problème qui est très épineux. Nous, la solution qu'on développe, c'est une plateforme qui s'appelle Les Bons Clics, dans laquelle on essaye de mettre de la manière la plus réactive possible, en partenariat avec tous les opérateurs qu'on qualifie de services essentiels, évidemment, à commencer par les services de l'État ou les services administratifs, des contenus pédagogiques derrière lesquels on met des trames d'ateliers, donc qui permet à des gens qui démarrent dans l'accompagnement de pouvoir s'approprier un contenu et pouvoir le transmettre. Et derrière, en fait, alors il y a une espèce de mouvement qui est quand même, en fait, aujourd'hui, la capacité numérique des acteurs sociaux ou des structures se développe extrêmement vite. Et donc, il y a un petit début de viralité sur le déploiement de ce service. On a 650 demandes de comptes d'aidants numériques par semaine, donc c'est quand même pas rien. On a maintenant plus de 32 000 personnes. Et en gros, par-delà le fait de leur délivrer, on va dire, cet outillage, on a deux autres activités. On a une activité de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on fait un peu comme aujourd'hui. On va éclairer un certain nombre de sujets dans des interactions qui peuvent être dans des visios, comme aujourd'hui, ou des conférences. Il y en a à peu près une par jour. Et puis ensuite, on a une équipe de consultants qui travaille depuis 5 ans en lien avec les administrations centrales, avec les administrations décentralisées, avec les collectivités territoriales. Et il y a un certain nombre de bonnes pratiques, que j'appelle moi de facilitation, qu'on met du coup dans des contenus en ligne et qu'on explique au quotidien. Voilà, c'est la solution qu'on a trouvée. Et notre principe, c'est l'adhésion. C'est-à-dire que tout ça est accessible comme on veut sur les sujets qui vous intéressent et dans le temps qui nous est imparti. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un métier nouveau et que les délais de mise en capacité que l'on vit tous sont extrêmement longs. C'est-à-dire, il faut recruter les gens, définir les services, les procédures. Et puis, il y a quelque chose que je souhaite absolument évoquer, mais qui va être un sujet, c'est qu'il faut aller chercher les gens. Merci beaucoup. Dominique Pasquier, dans vos observations, je crois que le rôle de l'aide, de l'accompagnement par les proches, la famille, les amis, etc., est quelque chose d'assez déterminant. Et cette aide, elle est proposée d'Enquête de France Service sur le territoire, presque dans une logique mimétique. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça ? C'est quoi le rôle de ces aidants ? Comment on peut leur faciliter le travail, voire s'inspirer de leurs pratiques pour paramétrer l'aide qui va être apportée par les services publics ou les fédérateurs de services publics ? Oui, c'est effectivement, et c'est pas dans l'enquête que je viens de finir sur des classes populaires qui étaient complètement francophones, qui avaient pas de diplôme, mais enfin bon, avait un rapport possible à l'écrit. Je pense que dans d'autres enquêtes, notamment avec Emmaüs Connect, mais il y a très très longtemps, et puis une enquête plus récente avec la Ligue de l'enseignement, on voit à quel point en fait la première personne vers qui on va se tourner quand on n'y arrive pas, et surtout quand on est allophone, c'est quelqu'un de l'entourage, un plus jeune. Alors ça peut être un enfant. Dans l'enquête avec la Ligue de l'enseignement qu'on a menée l'année dernière, on voit que c'est des enfants qui sont mobilisés très très jeunes, à 6-7 ans, parce qu'ils sont scolarisés dans une école française, donc ils parlent français. Beaucoup de familles monoparentales où la mère ne parle pas français. Et donc c'est vrai que pour moi, il me semble qu'il faut mettre en parallèle avec toutes ces actions qui sont développées, France Service, la simplification du design, etc. Il faudrait mettre aussi de l'argent pour motiver et former et savoir ce qui se passe exactement dans l'aide informelle. Je pense qu'elle est énorme, que ce sont les premières personnes vers qui on se tourne, parce que c'est plus facile d'aller demander à quelqu'un de sa famille que d'aller s'adresser à un inconnu, à quelqu'un qu'on ne connaît pas, et pour lui parler de problèmes d'argent, de droit, etc. Et si on prend l'exemple de l'Estonie, puisqu'on a commencé là-dessus, en Europe du Nord,
et dans les pays baltes notamment, on voit très bien que l'école est un lieu de formation à la culture numérique des jeunes et pas simplement de formation à savoir se servir des réseaux sociaux et de TikTok. C'est vraiment un lieu de formation à téléchargement de PDF, mais très jeune. En fait, il faut faire ça avant que les ados basculent dans le tout réseau social. Et donc, je pense qu'il y aurait des choses à faire pour éviter que le problème se pose de façon permanente, puisque les jeunes de milieu populaire sont très à l'aise en ligne, mais uniquement sur des usages ludiques ou communicationnels. Ils sont aussi mauvais que n'importe qui dès qu'il s'agit d'usages administratifs. Donc alors je ne sais pas, parce que c'est compliqué d'inscrire ça dans une des missions de l'école publique française, mais ça ne me semblerait pas impensable d'arriver à systématiser cette aide qui vient de l'entourage et d'éviter que ce problème d'électronisme continue de se poser en permanence, parce qu'il continuera de se poser avec la génération suivante, c'est évident. Peut-être que vous voulez rebondir. Il y a une question qui a été posée par Jean Dédier sur l'allée vert, qui est très en phase avec des préoccupations qui sont d'ores et déjà portées sur la capacité d'anticipation des administrations, l'administration proactive qu'on retrouve en physique, sur le territoire ou dans la relation humaine, anticiper les questions, aller chercher les gens qu'on retrouve éminemment sur le numérique, suggérer d'aller sur un site, etc., qui rejoint aussi les pratiques. Vous parliez du rapport à l'écrit. Aujourd'hui, les solutions d'accompagnement numérique qu'on trouve dans le privé et dans le public, avec des chatbots, des suggestions d'écriture intuitive, viennent faire le boulot d'écriture à la place des gens en anticipant ce qu'ils vont dire. Est-ce que vous avez des projets en la matière? Quelles sont les étapes d'après en matière d'inclusion numérique, Guillaume et Missak? Oui, tout d'abord, je voulais rebondir sur un constat de Dominique Pasquier sur la question de la jeunesse. En effet, on partage le constat que la fracture numérique ne concerne pas que les seniors, très loin de là, et que, au contraire, d'ailleurs, peut-être la culture administrative, si on l'appelait ainsi, et recule chez les jeunes. Et donc, on peut en effet être très agile sur TikTok, Facebook, Instagram, etc. et être complètement se retrouver dépourvu face au site de la DGFiP, qui est pourtant plutôt bien fait. Mais enfin, voilà. Donc ça, c'est un point, c'est un constat qu'on partage totalement. Sur l'allée vert, en effet, il faut aller chercher les usagers les plus éloignés du numérique. Nous, on s'y attelle fortement dans le cadre du programme France Service. Ça suppose déjà de faire connaître les espaces France Service d'une manière qui est de nature quand même à toucher les plus éloignés, c'est-à-dire pas en étant sur de la communication institutionnelle, Twitter, etc., mais avec de la communication un peu basique, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire la presse quotidienne régionale qui compte encore dans le monde rural, des flyers distribués dans les boîtes aux lettres, des affiches, enfin voilà, des choses qui ne sont pas nécessairement intimidantes, qui sont dans le quotidien, que ce soit en zone rurale ou en QPV, puisque je rappelle que France Service, c'est à la fois QPV, quartier politique de la ville, et zone rurale. C'est aussi en s'appuyant sur le réseau des secrétaires de mairie. Le 25 novembre, on organise une journée nationale France Service secrétaire de mairie, puisque ce sont souvent les premiers contacts du service public dans les zones rurales, là qu'on va pour déclarer une naissance, enfin accomplir des actes d'état civil, le mariage, etc., et qui sont finalement des agents du service public qui sont en lien étroit avec les Français, qui sont plutôt rassurants, nous semble-t-il, pour les usagers. C'est également, là c'est de l'aller vers au sens propre, les bus France Service, puisqu'on déploie aussi, en plus du réseau sédentaire, si je puis dire, un réseau aussi de bus qui se déploie progressivement pour aller dans les quartiers, dans les zones, à la rencontre des usagers. Donc voilà, on est en plein dans l'aller vers, même s'il reste beaucoup de travail en la matière. Merci beaucoup. Missak.
Oui, je voulais réagir sur ce que disaient Guillaume et Dominique sur l'électronisme. Nous, on s'est rendu compte dans le cadre de la crise Covid qu'il y avait vraiment une recrudescence des arnaques de l'État. On pensait être sur un site internet de l'État, on pensait être sur une démarche en ligne et de façon, on va dire, de bonne foi, effectuer une démarche alors que ce n'était pas du tout le cas. Et le système de design, la marque de l'État, donc la Marianne et surtout le .gouv.fr, comme on est sur le sujet du numérique, sont des armes, en tout cas sont des outils qui permettent toujours, encore une fois, de réaffirmer l'émetteur et de rassurer le citoyen et les usagers qu'il est dans un espace sécurisé, de contrôle, avec aussi une protection des données personnelles. Donc ça, c'est aussi un champ pour nous qui est très important au sein du SIG. C'est plutôt notre casquette de communicant versus de service à proprement parler, de rassurer le citoyen, l'usager, sur à qui il parle et est-ce que c'est sécurisé pour lui. Mais je voulais peut-être rebondir aussi sur les outils un peu plus concrets qu'on est en train de mettre en place pour l'accessibilité numérique. Je vais en donner 2 exemples, mais le rôle du SIG, en tout cas, on s'est donné cette mission d'essayer d'être innovant et on va dire un peu de casser la glace pour proposer des solutions innovantes pour les autres administrations publiques. On a fait 2 choses dernièrement avec la crise Covid. La première, c'est le FALC, facile à lire et à comprendre. C'est généraliser cette pratique de fiches écrites de façon très simple pour permettre aux personnes qui ont des difficultés par rapport à l'écrit, vous en parliez tout à l'heure Dominique, de pouvoir plus facilement s'approprier des démarches complexes. Et donc par exemple l'attestation dérogatoire de déplacement lors des confinements a été rédigée en FALC, justement pour permettre aux différentes personnes de facilement la remplir quand il y avait plein de différentes cases à cocher. Pardon. Donc ça, c'est un exemple très concret qu'on va généraliser, mettre le FALC sur tous les sites internet publics. Le deuxième exemple, c'est sur la LSF. On est en train de développer avec une petite start-up un générateur de LSF pour que sur les sites internet publics, en un clic, on puisse avoir l'interprétation du contenu écrit en interprétation LSF pour permettre du coup facilement, encore une fois, de comprendre ce qui est dit et de comprendre la communication de l'État. Donc c'est 2 exemples très concrets qui permettent encore d'aller vers et de simplifier la prise en compte des communications de l'État. Est-ce que vous voulez réagir sur ces initiatives et ces projets ? Non, mais ces initiatives sont évidemment extrêmement utiles. Il y a un sujet sur lequel je voulais aussi ajouter un propos, c'est sur l'enjeu de maillage. C'est-à-dire que pour moi, l'enjeu du aller vers, c'est évidemment où est-ce qu'on va trouver ces publics. Et en fait, on a tout un réseau social extrêmement vaste, extrêmement divers, qui aujourd'hui est en lien avec ces publics. Et d'ailleurs, on le voit, nous, dans nos utilisateurs de la plateforme Les Bons Kits, qu'il y a beaucoup de maisons de France Service, mais il y a des mairies de petites communes, il y a des grands réseaux de l'inclusion, il y a des grands réseaux de la lutte contre l'exclusion, il y a des petites associations de quartier, il y a des agences Pôle emploi, il y a des agences de la CAF. Bref, et c'est l'ensemble de ces acteurs qui, quelque part, sont le meilleur liant avec ces publics fragiles. Donc, la question qui se pose probablement, c'est comment est-ce qu'on relie tout ça de manière intelligible et intelligente pour ces publics fragiles et que quelque part, il y a des parcours, effectivement, qui puissent ramener de manière assez simple ces Français vers un lieu, effectivement, qui a une capacité assez unique de transversalité, d'information et de service. Merci. On s'achemine vers la fin de cette table ronde. Il reste éventuellement le temps pour une question, qu'elle émane des personnes ici présentes ou d'Internet. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, il me reste à vous remercier chaleureusement de votre présence, à remercier notre public en ligne, mais ne pas remercier notre public présent, puisque pour ceux qui sont en présentiel, la matinée continue avec le test d'un Serious Game sur la relation de service public. Merci beaucoup et à très bientôt.